l'idée, c'est de faire un peu de culture générale, tout en étant... faire un peu de culture générale, pardon, tout en étant le plus... tout en étant le plus didactique possible, ouais, puis surtout de rendre les choses un peu drôles, puisque l'histoire de la Troisième République et l'histoire en général, quand on s'y intéresse un peu, c'est très drôle. Aïe aïe, Starbase, c'est trop notre 4 qui spoil le fait que les trois sont morts. Donc oui, alors laissez-moi vous présenter les 3 premiers. On va raconter la naissance de la Troisième République. Donc la Troisième République, pour rappel historique global, la Troisième République, elle a eu lieu de 1870 à 1939, la 4e de 1945 à peu près 1952-54, je crois, un truc comme ça, et la 5e République après. Peut-être que je me suis trompé sur les dates de la 4e et de la 5e, mais c'est pas très important. Donc l'idée, c'est voilà, un peu de culture générale, tout en racontant les trucs un peu drôles. Moi, personnellement, je trouve l'histoire particulièrement improbable. Donc vraiment, arrêtez de regarder des séries et lisez des livres d'histoire. Franchement, c'est pareil, mais ça s'est vraiment passé. Vraiment, c'est... De toute façon, là, on le voit au titre du chapitre. Les Prussiens, les monarchistes et les Montgolfières. Tout à fait. Donc, laissez-moi vous introduire les 3 personnages principaux du début de cette histoire. Guillaume Ier, empereur de Prusse, Bismarck, chancelier de Prusse, et Napoléon III, empereur de France. Donc, vous êtes un Parisien, projetez-vous. On est en 1866, Louise. Le Paris de 1866. La poule au pot. C'est formidable. Il y a Victor Hugo qui écrit des livres, c'est absolument incroyable. Et donc, on est en 1866. Donc, Napoléon a lancé le Second Empire depuis 1952. Au début, ça se passait très bien, mais Napoléon III, il commence à être un peu malade. Il y a eu des élections. Il y a de plus en... C'est un empire avec une assemblée nationale. L'assemblée nationale, juste son seul rôle, c'est tout simplement l'empereur il dit on va faire ça, et l'assemblée nationale elle dit ok, on va faire ça. Mais depuis les dernières élections à l'assemblée nationale, il y a quand même un peu de contestation. Il y a de plus en plus de républicains d'un côté et de monarchistes de l'autre. Donc les monarchistes, ils sont pas pro-empereur, ils sont pro-roi. Donc ils sont pro. Il y a 2 camps de monarchistes, j'y reviendrai. Les orléanistes qui sont pour tout ce qui est Louis XIV, etc. Et les orléanistes qui sont pour tout ce qui est François Ier, etc. Et les légitimistes qui sont tout ce qui est Louis XIV, etc. Leur descendance. Donc tout ce petit monde, ils sont à l'Assemblée nationale. Et ils contestent un peu ce que fait l'empereur. Bon, jusque donc, Napoléon III, il est un peu en mode Osef, il conteste, et alors. Mais quand même, il est un peu comme As, il se dit, bon, c'est chaud. Bismarck, pendant ce temps-là, donc il est à côté, donc la Prusse, c'est l'ancêtre de l'Allemagne. Et la Prusse n'est absolument pas une puissance, n'est absolument pas une puissance européenne à ce moment-là. C'est plutôt la France, le Royaume-Uni, etc. Donc la Prusse, je vous ai mis une super carte pour que vous puissiez vous imaginer un petit peu le truc. La Prusse, en gris, vous avez la Prusse en 1864, quand Bismarck arrive au pouvoir. En vert, ça appartenait à l'Autriche, et en orange, ça appartenait à personne, c'est des États indépendants, ok? Ça, c'est à peu près l'Allemagne d'aujourd'hui, enfin, ça a été un peu découpé après les guerres, mais globalement, si on regarde la partie ouest, c'est globalement l'Allemagne d'aujourd'hui. Donc, on a cette Prusse-là. Merci à tous ceux qui sont en train de regarder. Ne partez pas, comme je disais, on va essayer de rendre les choses marrantes. Là, je vous pose un peu d'éléments de contexte, mais après, vous allez voir, on va bien se marrer. C'est juste pour que vous compreniez un peu le contexte. On a les éléments en gris, donc, qui sont la Prusse. Et donc, Bismarck, il se dit, ok, alors, si on veut unifier l'Allemagne, la première chose à faire, c'est de prendre la partie en verte, pour qu'on ait déjà une Allemagne unifiée. Donc, on va péter la gueule à l'Autriche. Donc, il va péter la gueule à l'Autriche. Et là, déjà, Napoléon III, lui, il dit, Bismarck, lui, c'est un expansionniste. Napoléon III, lui, il est pour les peuples, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc c'est plutôt un pacifiste, il dit écoutez les gars, on est dans une France coloniale, hein, donc c'est totalement hypocrite. Les peuples européens à disposer d'eux-mêmes, je crois que c'est plus... voilà. Ouais. Donc il est là, il dit non mais faites votre vie, il dit lui il a une technique, c'est révolutionnaire, il va voir Bismarck, il lui dit écoute je te laisse faire la guerre, comme tu vas faire la guerre à l'Est, je te promets de pas te prendre en sandwich à l'Ouest. Bismarck il dit bah merci mon ref, c'est super, et là, il dit à condition que tu me donnes une partie de l'Allemagne si tu gagnes. Donc Bismarck il dit ouais ok, genre il dit ok ça marche, on fait ça, génial, tu sais il est derrière, genre voilà. Et Napoléon III il dit bon bah super, et de l'autre côté il va voir l'Autriche, il dit hé les gars si vous gagnez vous me donnez une partie de l'Allemagne que vous avez remportée. Les Autrichiens ils disent pareil, ils disent ok machin. Sauf que là, grosse guerre éclair comme les Allemands ils savent faire, ils leur poucavent la gueule à l'Autriche en 2 mois, il n'y a plus personne, plus de son, même 2 mois je crois que c'est ça, plus de son, plus d'image, bam, ils reprennent tout l'espace vert. Bon, du coup, Napoléon, il dit, du coup, à propos de mon... Et là, Bismarck, il dit, va te faire foutre. Il dit, c'est fini. Il dit, non. Et Napoléon III, il dit, bon. Il dit, il est pas content. Donc, il lui dit, ok, mais alors, à ce moment-là, je veux la Sarre, qui est la partie de l'Allemagne juste à côté de Strasbourg, et le Luxembourg.
Et Bismarck qui dit non, et en plus de ça, je vais aller voir les États du Sud, puisqu'à ce moment-là, la partie orange est toujours indépendante. C'est 4 États indépendants en fait, et eux ils sont déjà, l'Allemagne est protestante et eux ils sont catholiques, et en plus de ça, ils aiment bien les Français, les gens en orange. Et Bismarck il sait que pour unifier l'Allemagne, qui est pour l'instant la Prusse, il va falloir qu'il allie ces gens en orange. Et c'est ça, c'est hyper important, ça c'est hyper important dans l'histoire. C'est que lui, son objectif, c'est de unifier les gens en orange et de devenir une puissance européenne. Pour devenir une puissance européenne, il faut péter la gueule à une autre puissance européenne de préférence et unifier les régions en orange. Donc là, il se dit, je vais faire d'une pierre deux coups. L'armée française, ça vaut peanut, mon pote. Ils ont fait une guerre au Mexique il y a 2 ans, ça s'est très mal terminé pour eux. Leur armée, ils ont plus le moral, ils ont plus d'armée de toute façon. En plus de ça, Napoléon III, il a plus aucune crédibilité. Il dit donc, je vais aller leur péter la gueule. Sauf que, pour leur péter la gueule, si c'est moi qui vais leur péter la gueule, toutes les puissances européennes, ils vont dire, bah attends frère, qu'est-ce que tu fais? Et je me retrouve avec tout le monde à la tronche. Donc il se dit, il faut que ce soit Napoléon III qui me déclare la guerre. Bismarck, il a un cerveau, mon pote, ça prend la taille de la pièce. Donc il dit, ok, alors comment on fait? C'est là que je vous dis, c'est une série le truc. Et il dit, bon alors il y a les États en orange. Du coup, Napoléon, grosse erreur, il dit, je veux le Luxembourg et la Sarre, puisque tu veux pas me donner ce que tu m'avais dit que tu me donnerais. Bismarck, il dit, ouais, d'accord. Et là, il va voir les États du Sud, il dit, par contre, il y a Napoléon, il a des vues sur vos territoires. Hein. Moi, je dis ça, après, je m'éclipse. Hein. Donc à partir de là, les États du Sud disent ah ok donc pas cool. Donc Napoléon se rendant compte qu'il se met à dos les États du Sud et que c'est pas bon pour lui, il dit ok j'enlève la Sarre, je veux la Belgique et le Luxembourg. Tout ça c'est vraiment, enfin, c'est romancé mais enfin, ça s'est vraiment passé comme ça. Hein. Il dit je veux la Belgique et le Luxembourg. Bismarck il dit ok la Belgique et le Luxembourg ça me dérange pas, c'est pas chez WAM, on fait comme tu veux. Donc ils font, ils signent, ils doivent signer des papiers, sauf que Bismarck il laisse traîner un peu les trucs en longueur. Il va voir le Royaume-Uni et la Belgique qui leur disent regardez j'ai des papiers qui disent que Napoléon il veut conquérir la Belgique. Donc à partir de là Napoléon n'a plus aucune crédibilité en Europe. Donc déjà c'est le premier truc important, c'est que Bismarck a réussi à esseler Napoléon. Napoléon en Europe il a aucune crédibilité, tout le monde le prend pour un con et pour quelqu'un qui est indigne de confiance. Donc déjà il a réussi son coup dans un premier temps. Là-dessus, donc ça commence à chauffer un petit peu, là-dessus Bismarck il va voir le cousin de Guillaume Ier, souvenez-vous Guillaume Ier, l'empereur de Prusse, et pendant tout ce temps-là il y a le trône d'Espagne, il n'y a personne qui peut monter dessus parce que c'est compliqué, machin, un truc à la Game of Thrones, trop de prétendants, pas assez de machin, j'ai pas le détail, je suis pas historien. D'ailleurs j'ai oublié de faire le disclaimer, mais je suis pas historien, moi je vous raconte une histoire, je la romance un petit peu pour que ce soit marrant, si vous voulez en savoir plus, allez sur Wikipédia, allez lire des livres, etc. Évidemment. Vouloir attaquer la Belgique, c'est vraiment la honte, hein. Ouais, c'est vrai que Napoléon III, Napoléon III, il a un peu chié dans la colle. Donc, il va voir le cousin de Guillaume Ier, Bismarck, et il lui dit, dis donc, il y a le trône d'Espagne, tu voudrais pas le prendre? Le cousin, il dit, ah bah ouais, justement, bah attends, bah j'avais rien à faire, donc c'est parti. Et là, les Français disent, alors là, par contre, non, c'est terminé, attends, il va y avoir l'Allemagne d'un côté, à l'est, l'Allemagne au sud, à un moment donné, si vous voulez nous éclater la gueule, faut le dire tout de suite. Donc, il faut prévenir, les gars. Donc, Napoléon III, il dit, c'est non, c'est terminé, on arrête les conneries, maintenant, vous finissez vos bêtises, là, enfin, c'est terminé, bonsoir. Hein. Donc il envoie son ambassadeur en Allemagne, en Prusse, voir Guillaume Ier pour lui dire bon, frère, t'arrêtes. Guillaume Ier, lui, autant Bismarck, il a clairement l'intention de péter la gueule à la France, autant que Guillaume Ier, lui, il a pas trop envie de faire la guerre. Donc il dit ok, on prendra pas le trône d'Espagne. Il dit le cousin, tu reviens, t'arrêtes avec tes conneries, on prendra pas le trône d'Espagne. Et là, l'ambassadeur, il va forcer, il va dire et maintenant tu vas me promettre que tu prendras plus jamais de la vie de la Prusse le trône d'Espagne. Donc Guillaume Ier, il dit bah frère. Je peux pas promettre ça, enfin en gros on est en 1870, il va y avoir 2 guerres mondiales dans 100 ans, enfin moi j'en sais rien, tu vois, ça va partir en sucette. Du coup il dit ok bon bah c'est bon, on fait comme ça, ils repartent relativement en bon terme, il s'est un peu fait champouiner mais bon. Et donc Guillaume Ier il envoie un fax, enfin un télégramme à Bismarck en lui disant salut, il y a l'autre con, il est venu me demander de plus jamais conquérir l'Espagne, donc je lui ai dit oui mais lol, on est toujours en bon terme. Et là Bismarck il prend ce télégramme, il enlève la partie on est, mais vraiment, il met du blanco le gars. Il enlève la partie on est en bon terme et il l'envoie à toutes les ambassades allemandes d'Europe. Ce qui fait que tout le monde se dit, ouah putain la vache, l'ambassadeur français s'est fait envoyer chier, il a rien dit, du coup les Français c'est des grosses victimes. Vraiment, c'est ce qui s'est passé. Il a vraiment mis un coup de Tipex, il a dit, c'est ce qui s'est passé. Hein. Moi après je dis ça, je dis rien. Et là, vraiment le truc le plus débile de cette guerre, c'est que du coup Napoléon III, les Français ils se disent, attends là on s'est quand même fait laver notre honneur. Napoléon III, je rappelle, il a une assemblée qui est de plus en plus en opposition. Donc il dit, eh ben puisque c'est comme ça, on va faire la guerre. Il a pas d'armée le mec. Il a pas d'armée, enfin il a une armée mais elle est nulle à chier. Il dit, on va faire la guerre. Donc, première victoire finalement pour les Prussiens, puisque ils ont réussi à faire déclarer la guerre aux Français. Donc les Français déclarent la guerre, donc ils sont en situation d'agresseurs. Donc en tant qu'agresseurs, forcément, tout le monde les déteste, puisque personne n'aime les agresseurs.
Donc, on déclare la guerre, je vais venir à ça plus tard. Très vite, je vous cache pas, c'est un désastre. L'armée française se fait complètement poutrer, à tel point qu'il y a une armée qui se fait massacrer à Sedan. Le Napoléon III, il prend les armes, il va se battre à Sedan. Et il y a des historiens qui disent qu'il cherchait la mort à Sedan. C'est-à-dire, il était là sur le champ de bataille, il était là en mode... Du coup, voilà, c'était terrible. Finalement, il finit par ne pas mourir, il se fait capturer. Parce qu'il vaut mais la victime, quoi. Voilà, il se fait vicose. Au même moment, il y a à Metz, il y a une immense armée de 150 000 hommes. Ils sont prêts à tout déglinguer. Eux, pour le coup, c'est la seule partie de l'armée française qui est un peu forte. Ils sont menés par le général Bazaine. Le général Bazaine, lui, il apprend que Napoléon III, il est plutôt royaliste et bonapartiste, donc il est plutôt pro-Napoléon. Il apprend que Napoléon, il s'est fait enlever. Lui, ce qu'il fait, il s'enferme dans Metz et dit, moi, j'arrête. Il dit, moi, je me mets ici. Si on me cherche, j'arrête la guerre. Donc voilà, il dit, pas mon problème. Il n'y a plus d'empereur, pas mon problème. Pendant ce temps-là, à Paris, et c'est là que, accrochez-vous messieurs dames, à Paris, du coup, il n'y a plus d'empereur, donc il se fait capturer le 2 septembre, Napoléon III. Je vous ai pas précisé, pardon, mais là on est en 1870. Donc en juillet 1870, il y a la guerre qui est déclarée. En septembre 1870, le Napoléon il se fait enlever. Et le 3 septembre, du coup, juste le lendemain, à Paris, les Parisiens ils sont en mode ouais, du coup on ferait pas une république. Les gens de l'Assemblée nationale, ils vont à l'hôtel de ville et ils disent on est dans une république. Donc vraiment, ça n'a absolument aucun sens. Le Gambetta, donc Léon Gambetta, vous savez, il y a certaines écoles qui s'appellent d'après son nom. Léon Gambetta, il va envoyer, pareil, un télégramme à toutes les préfectures de France. Il va leur dire, et je cite, qu'il y a un gouvernement provisoire de défense nationale. Donc, comme son nom l'indique, c'est un gouvernement qui est provisoire. En attendant de faire un gouvernement élu, c'est un gouvernement qui s'auto-proclame et dont le but est de défendre la nation face à l'envahisseur russe. C'est vraiment dans le nom, le gouvernement provisoire de défense nationale. Il envoie un télégramme en disant un gouvernement provisoire de défense nationale composé de 11 membres, tous députés de Paris, et ratifié à l'acclamation populaire. Donc à l'applaudimètre. Les mecs, ils étaient devant, ils ont dit on peut une république. Il y avait d'accord, qui est d'accord, levez la main, applaudissez. Donc là, le tableau que je vous ai mis, ça se passe à l'hôtel de ville, puisqu'ils ne déclarent pas la république à l'Assemblée nationale. Mais vraiment, c'est du grand n'importe quoi. Il n'y a pas eu de truc où on n'a pas fait un vote. Vraiment, ils sont allés à l'hôtel de ville et ils ont dit maintenant on est en république. Et ça s'est arrêté là. Ils ont dit ok, bah on fait ça alors. Donc les Parisiens qui font leur bif de leur côté. À la tête de ce gouvernement, donc, on va avoir... Bon alors, ils étaient 11, et comme j'ai dit, ils s'autonoment. Merci Kubi Laikan pour ton follow. Non mais ouais, c'est ça, il y avait 53 personnes, ils ont fait, bon alors, qui lève la main. Donc ils étaient 11 dans ce gouvernement, dont Gambetta. Vous allez voir, Gambetta, on donne les écoles d'après lui, vous allez voir, lui c'est une sacrée star. Ils étaient 10 à la base, et Gambetta il a dit moi je suis ministre de l'Intérieur. Les autres ils étaient en mode non. Il a dit si, et il a envoyé un mail à tout le monde en disant bonjour, je suis ministre de l'Intérieur maintenant. Les autres ils ont dit bon bah d'accord, mais Gambetta il était en roue libre. Et hop, du coup, il y en a 9 dans le lot, c'est un peu des randoms, donc je vous ai fait un petit zoom sur les 3 qui nous importent. Jules Favre, qui est donc le chef, Jules Favre, qui va être un peu un mec important. Le général Trochu, qui est pas du tout un républicain, lui c'est plutôt un monarchiste à la base. Et il est grave mignon. Un bonapartiste, c'est celui du milieu. Et c'est un bonapartiste, donc qui est plutôt pro-empereur, mais ils l'ont nommé chef du gouvernement pour avoir le soutien de l'armée, puisque l'armée reste fidèle à Napoléon III, donc il fallait un mec un peu bonapartiste pour garder les formes. Donc le général Trochu, et Léon Gambetta, donc ministre de l'Intérieur, qui est en roue libre. Donc voilà, ensuite, courant septembre, il y a, donc on est quelques jours plus tard, il y a Bismarck, il va voir Jules Favre, donc Jules Favre qui fait un peu office de plus ou moins chef de gouvernement, et il lui dit, on arrête la guerre mon pote, juste tu me donnes l'Alsace et la Lorraine. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, qui est-ce qui avait rejoint Bismarck dans son attaque contre la France ? Les 4 États indépendants du Sud. Donc Bismarck, il était gagnant. Il s'est dit, j'ai réussi à rallier les 4 États indépendants francophiles à ma guerre contre la France. Oui, il est gagnant. Il dit juste, tu me donnes l'Alsace et la Lorraine. Donc l'Alsace et la Lorraine, évidemment, c'est vraiment le running gag du XXe siècle. Il dit, tu me donnes l'Alsace et la Lorraine et on n'en parle plus. Et Jules Favre, il dit, bah va te faire foutre. Et il dit, je retourne à Paris et va te faire foutre. Sachant qu'ils avaient plus d'armée à ce moment-là. Les Français, il y avait peu de balles et variétés, il n'y avait plus personne. Il se passait plus rien. Donc, se passa ce qui devait se passer. Le 19 septembre, Paris est encerclé par les Allemands, donc état de siège. Donc là, c'est terrible. Là, c'est moins drôle. État de siège, donc ça, c'est une super peinture qui relate le siège de Paris. Donc il y a 2 millions de Français à ce moment-là qui sont dans Paris, parce qu'il y a les habitants de la banlieue qui sont venus dedans. Et là, Gambetta, il va faire un super truc. Il va dire, les gars, il faut défendre Paris.
et il va faire ce qu'on appelle la garde nationale, qui est un truc qui date du premier empire, je crois. La garde nationale, c'est tout simple, c'est on dit tous les mecs entre 20 à partir de 20 ans, vous avez le droit de venir vous battre pour défendre la capitale. À ce moment-là, les gens sont nationalistes. C'est pas genre les gens d'extrême droite qui sont nationalistes et les autres un peu moins, non. À ce moment-là, être républicain, c'est être nationaliste. Il faut savoir que la guerre était plus voulue par les républicains pour péter la gueule à l'Allemagne que par les monarchistes. En réalité, les monarchistes étaient plutôt contre la guerre en réalité. Donc voilà, les républicains, ils disent, bon, à un moment donné, on va leur péter la gueule à ces Allemands. Donc on se retrouve avec une armée de 500 000 personnes sur 2 millions, une personne sur 4 qui est soldat à Paris, sachant que sur ces 500 000, il y en a 100 000 qui sont en état de se battre. C'est-à-dire que vraiment, c'est littéralement, ça va de militaire chevronné jusqu'à Joël Clodo avec sa fourche, parce qu'en plus de ça, ils galéraient à trouver des armes, donc ils ont dû demander... Par chance, les États-Unis sortaient de la guerre de sécession, donc la guerre dit, nous on a des armes à revendre, hein, on a du rab. Donc voilà, ils ont dit bon, bah, on va en acheter à eux. Parce qu'à la base, c'était vraiment Jules Clodo avec sa fourche sur les remparts de Paris, qui était là en mode attention mon pote. Ils étaient 500 000. C'est un peu tout le problème de la guerre franco-prussienne, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient se battre, mais peu de gens qui savaient se battre. Donc c'était un peu le problème. Là-dessus, juste avant que Paris soit encerclé, le gouvernement, ils ont envoyé 2-3 ministres à Tours pour gouverner en dehors de la ville encerclée, parce que gouverner une ville assiégée, c'est pas facile, gouverner un pays. Donc il y avait des gars à Tours. Et à Tours, Paris disait A, à Tours, il faisait B. C'est-à-dire, ils en avaient rien à foutre, ils disaient, de toute façon, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous êtes encerclés. Voilà. Et alors là, mesdames, messieurs, le gros twist pour moi, le génie, c'est pour ça qu'on met des écoles à son nom, Gambetta, qu'est-ce qu'il fait voyant que Tours est encerclé ? Et bien, mesdames, messieurs, alors que Paris est encerclé et qu'à Tours, ils font ce qu'ils veulent, vous le donne en 1000 et 1000, il part en montgolfière. C'est-à-dire, il prend 2 montgolfières, et il dit, moi, j'en ai rien à foutre, je vais à Tours. Et les autres, ils disent, t'es sûr ? Je vais leur montrer qui c'est le patron. Donc il va dans sa montgolfière. Cette image, je trouve que c'est une des plus belles images de l'histoire du 19e siècle. Il est avec son chapeau, mon pote, et il dit allez, à plus. Finalement, il survole les troupes, il se fait tirer dessus, machin. Forcément, il y a les Allemands, ils sont dehors, hein, ils sont là, ils sont en train de lui tirer dessus. Il se finit par se croûter dans un arbre, lamentablement du côté de Tours, au bout de 2 jours, et par rejoindre Tours à pied, où il dit bon. Forcément, ça impose un style. Les mecs à Tours, ils se disent bon, là, ça force le respect quand même. J'aime bien l'expression se croûter dans un arbre. Vraiment, c'était terrible. Pendant ce temps-là, à Paris, famine, évidemment, ça dure tout l'hiver. Hein. Ça dure jusqu'en janvier 1871, donc 4 mois de siège, 2 millions de personnes. Évidemment, le principe du siège, c'est qu'on a très vite très faim. Donc, ils commencent à bouffer les animaux du zoo, ils commencent à vraiment manger tout ce qu'il y a à manger, c'est-à-dire souvent des trucs dégueulasses. Et en l'occurrence, vous avez là un menu du 25 décembre dans un restaurant à Paris, où voilà, c'est à base de rats, de cheval et tout. Il tue tout ce qui... Voilà. Victor Hugo met dans ses mémoires d'ailleurs qu'il a mangé du rat et qu'il avait mal au bide. Il met dans son... J'ai mal au ventre. Donc c'est assez terrible. C'est assez terrible. Et pendant ce temps-là, donc on a notre ami Gambetta qui est à Tours. Il fait exactement ce que faisaient les gens de Tours avant qu'il arrive. C'est-à-dire que le seul moyen de communiquer avec Paris, avec le gouvernement qui donne les ordres, c'est par des montgolfières et des pigeons. Autant vous dire qu'il y en a la moitié qui se font flinguer en route. Donc Gambetta il dit bon, puisque personne ne peut me donner d'ordre, je vais faire un peu à ma sauce. Il y a Lyon, Marseille et compagnie, eux ils ont dit bon, on fait une république de notre côté pendant ce temps-là, comme vous êtes plus là, je vais faire ma république de mon côté. Donc Gambetta il se dit oula non, donc il va voir là-bas, il réussit à unifier la France, et là encore il va réussir à lever plusieurs armées monumentales. Il va créer des immenses camps d'entraînement machin, dans lesquels vont se répandre des épidémies évidemment parce que c'est terrible, ils sont beaucoup trop et il n'y a pas du tout... Et du coup encore une fois il a une immense armée de gens qui savent pas se battre. Donc il commence à lancer des offensives, là on est en octobre. En octobre, ça balance des contre-offensives contre les Allemands. Pendant ce temps-là, le général Bazaine, souvenez-vous, ce brave type qui est enfermé à Metz et qui était plutôt pro-empereur, il va voir un des cousins de Guillaume Ier, donc l'empereur de Prusse, l'ennemi, il lui dit écoutez, c'est le cousin de l'empereur donc, qui menait l'armée allemande à ce moment-là, il dit écoutez, vous me laissez sortir de Metz avec mes 180 000 hommes, la vie de ma mère, je vais à Paris leur péter la gueule moi-même à ces républicains. Il dit on va sauver la France d'elle-même. Donc le mec il en a plus rien à foutre, il est changé de camp. Il préfère s'allier aux Prussiens plutôt que de laisser la République gagner. Donc il dit j'en ai plus rien à foutre. Le mec il lui dit frère, non. Donc Bazaine il se rend. C'est-à-dire qu'il se rend, il rend la plus grosse armée professionnelle de France se rend à ce moment-là. Donc c'est assez terrible. Donc Gambetta il dit c'est pas grave, on n'a pas une armée professionnelle, mais on a une armée de clodos qui savent pas se battre. Et ça, j'ai envie de dire, c'est super. C'est la République. Voilà, vive la République. C'est ça la République. Donc ils commencent à se battre machin. Finalement, ils vont perdre Orléans, c'est terrible. Ils vont prendre Orléans, et puis lui, il va sortir des anciens généraux de la retraite, dont le général Faidherbe, qui va héroïquement défendre l'île, et grâce auquel l'île ne sera pas prise pendant la guerre. C'est une des seules villes du nord de la France à ne pas avoir été prise, donc GG à lui. Mais pendant tout ce temps-là, évidemment,
Évidemment, il aurait dit ciao les nazes, Gambetta au moment de partir en ballon. Mm. Mais donc à ce moment-là, la France, le nord de la France est complètement occupé par l'envahisseur, ce qui fait que Jules Favre est obligé de dire à un moment donné, bon, déjà Gambetta, c'est les républicains appellent Gambetta le dictateur de Tours. Hein. Vraiment, les gens, Gambetta, c'est vraiment devenu une grosse merde aux yeux de ses potes. Gambetta est obligé de fuir à Bordeaux puisque Tours est prise par les Prussiens. Donc le gouvernement part à Bordeaux, il est passé de Paris à Tours, puis à Bordeaux. Et à ce moment-là, on est en janvier, et il se passe un truc assez incroyable, c'est que souvenez-vous qu'à la base, tout le but de la manœuvre pour Bismarck, c'était d'unifier l'Allemagne. Et bien figurez-vous que les 4 États francophiles décident de s'unifier à l'Allemagne, que l'Allemagne va s'unifier, et où est-ce qu'il le fait? Essayez de deviner là dans votre tête. Il le fait en pleine guerre, en plein siège de Paris, dans le palais des Glaces du palais de Versailles, il en a rien à branler. Oui, à Versailles, exactement. Landai qui avait la rep. Il le fait à Versailles, il dit voilà, j'en ai plus rien à foutre. Donc il y a un siège vraiment à 20 km, et il dit voilà, ici on va unifier l'Allemagne, on n'a plus rien à branler. Donc Jules Favre, il dit bon allez, c'est terminé, bonsoir. Gambetta, il fait n'importe quoi, donc il dit on va signer une armistice. Pour signer une armistice, pour le coup, il faut pas un gouvernement provisoire de mes couilles, il faut un vrai gouvernement élu, il faut une assemblée nationale. Donc on organise des élections en France pour signer l'armistice. Les élections, en fait, les républicains, ils sont menés par Gambetta, ils sont en mode, on continue de faire la guerre, on va leur péter la gueule à ces cons. Et les monarchistes, ils sont en mode, non, on est pour la paix, on en a marre des gens qui se font buter, qui se font violer dans leur ferme, c'est terrible. Donc, ces monarchistes-là, ils vont gagner, c'est-à-dire qu'il va y avoir des élections qui vont être organisées début février, en 1871. Donc tout ça, ça se passe très très vite, hein, vous aurez remarqué. Résultat des courses, on va avoir 400 députés conservateurs, voire monarchistes qui sont élus contre seulement 250 républicains. Donc autant dire que ce sont les monarchistes qui gagnent très largement. Et les monarchistes, ils font campagne pour la paix, donc c'est pour ça qu'ils gagnent. Et ils vont élire un homme à leur tête, c'est Adolphe Thiers. Et Adolphe Thiers, il va avoir un truc, lui c'est son truc, il fait ça, Adolphe Thiers. Il va jamais dire, de fait on est en République, et il est nommé, le titre exact qu'il a, c'est chef du pouvoir exécutif de la République française, donc dans sous-titre on parle de République, mais il ne va jamais dire, est-ce qu'on est en République, est-ce qu'on est en monarchie. On est de fait dirigé par une assemblée nationale monarchiste, mais est-ce qu'on est en monarchie, est-ce qu'on est en République, sachant que pourquoi la monarchie ne peut pas se faire tout de suite, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on sait pas qui peut aller sur le trône. Voilà, il y a les orléanistes qui sont pro les descendants de Louis XIV, non, les orléanistes qui sont pro les descendants de Philippe Ier, et les légitimistes qui sont pro les descendants de Louis XIV, ce qui fait qu'ils sont pas d'accord sur lequel de ces deux descendants doit aller sur le trône. Donc Adolphe Thiers, il est là, il dit bon, est-ce qu'on est en République, est-ce qu'on est en monarchie, c'est un flou artistique, il dit la priorité, c'est de signer la paix. Donc il va signer la paix. En mars 1871, c'est la fin des négociations avec Bismarck. Donc on cède l'Alsace et la Moselle, un grand classique, à l'Allemagne. Voilà, on leur dit, c'est cadeau. Donc on aurait vraiment pu le faire 4 mois avant. Hein. Ça aurait évité plein de trucs, mais bon, soit. On leur donne 5 milliards de francs. Et surtout, et là c'est le drame. Après, c'est un flou exécutif. Et là c'est le drame, on leur donne le droit, après 4 mois de siège, de défiler dans Paris. Pendant 3 jours. Donc là, les Parisiens, c'est des républicains nationalistes, hein, comme je l'ai dit. Eux, ils sont plutôt pro-français et pro-république. Et ils disent, j'ai quand même l'impression qu'on se fout de ma gueule. Donc là, c'est le premier, retenez bien, parce que là, c'est tout un tas de trucs qui vont se passer au même moment, avec Adolphe Thiers qui dit, ah non, on est en république, hein, mais qui va faire tous les trucs d'une monarchie. Donc le 10 mars, il se réunit à Bordeaux avec l'Assemblée nationale, et là, il va prendre plein de décisions. Déjà, il va dire, je ne dirai pas si on est en république ou en monarchie avant que la France ne soit rétablie de la guerre. Donc il dit, voilà, est-ce qu'on est en république? Donc déjà, il entretient un flou, et là, ça fait un peu chier les gens. Ensuite, il va commencer à suspendre les journaux républicains. Voilà. Oh, petit à petit, quoi. Voilà. Oh. Il va autoriser donc les Allemands à défiler dans Paris, alors que les Parisiens se sont vraiment battus contre les Allemands. J'imagine vraiment les Allemands passer dans des lourdes d'honneur. et les Français en mode poker face, comme ça. Et donc, souvenez-vous de la garde nationale, ces 500 000 républicains convaincus qui s'étaient battus pour la défense de Paris. Ils s'enferment chez eux, voilà, ils ne parlent pas. Et, retenez bien, c'est important, ces 500 000 personnes, pendant la guerre, ils avaient acheté des canons, 400 canons, qu'ils avaient acheté avec leur argent. C'est-à-dire qu'ils avaient fait une cagnotte litchi. Voilà, ils avaient fait une cagnotte litchi. Ils avaient pris, voilà, toi tu donnes 2 balles, moi je donne 3 balles. On achète 400 canons pour se défendre pendant le siège. Ces 400 canons-là, ils ont réussi à négocier pendant l'armistice qu'ils puissent les garder. Donc c'est la propriété de la garde nationale parisienne. Donc ils les mettent en haut de la butte Montmartre, ils disent voilà, on les met là, on les range là. Je veux dire, ils ont rangé leur bordel. Hein. Le 8 mars, il y a Adolphe Thiers, il dit on va récupérer les canons. Donc la garde nationale, ils disent bah non, déjà t'es un monarchiste, nous on est républicain, donc en fait laisse-moi te dire que non. Ils recommencent le 16 mars, ils disent non mais vraiment frère, arrête de forcer. T'as pas une photo des canons? Non.
J'ai une photo de... Ça par contre c'est le défilé. Le défilé des Parisiens. Mais les canons on va y revenir parce que c'est tout à l'heure. Donc il se passe... Donc il y a ces canons là, gardez bien en tête qu'il y a des canons sur la butte Montmartre et que Thiers voulait les récupérer. Ensuite il va nommer des bonapartistes à des postes clés, notamment à la tête de la garde nationale. Donc c'est-à-dire la garde nationale qui est plutôt républicaine, il va nommer un bonapartiste. En disant voilà, maintenant vous répondez à ce bonhomme. Donc eux ils disent bah non. Et du coup qu'est-ce qu'ils font en réponse? Ils vont élire un comité central de la garde nationale qui va dire on est pour la République face à la menace monarchiste de Adolphe Thiers. On veut élire notre propre chef et répondre au chef qu'on se désignera. Donc sous-entendu on veut pas de ton chef à la con du con la joie. Là-dessus Thiers condamne à mort plusieurs révolutionnaires. Donc pas très sympa pour les républicains. Et surtout, et là attention, le move à ne jamais faire. Il dit maintenant la capitale de la France, c'est plus Paris, c'est Versailles. Et là les républicains, et en particulier les gardes nationales, qui donc sont armés de canons, ils disent oula, j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule. Et là, le 18 mars 1871, il faut vous projeter dans le Parisien de la garde nationale. Donc il a vu tout ça, tout ce que j'ai dit là, on est en train de tomber en monarchie de manière évidente, avec Adolphe Thiers qui dit est-ce qu'on est en monarchie, est-ce qu'on est en république. Effectivement, Thiers qui n'est pas très républicain. Donc vous êtes un membre de la garde nationale, vous êtes chez vous. Ce 18 mars 1871, vous avez dormi, donc il est 7h du matin, donc on se lève tôt à cette époque, on se lève avec les poules. Donc vous vous levez, et tiens, bonne nuit de sommeil, vous sortez de chez vous, et là vous prenez les soldats de l'armée française qui viennent de Versailles, qui sont en train littéralement de tirer des canons, et qui vous regardent comme ça. Bonsoir. En fait, il avait envoyé des soldats la nuit pour enlever les canons de la butte Montmartre, c'est-à-dire pendant que tout le monde dormait. Donc sauf que ils se sont mal organisés, ces cons-là, et il n'y avait pas de chevaux pour tirer les canons. Ce qui fait que l'armée, ils étaient en train d'attendre comme des ronds de flanc, et que vraiment, quand les gens se sont levés, ils sont tombés sur des soldats en train de retirer les canons. Donc vraiment, c'est le sketch. Genre. Tous ces événements ont mené au soulèvement qu'on connaît, que vous ne connaissez pas, mais qui s'appelle la Commune, qui est donc la révolution des Parisiens contre le pouvoir monarchiste versaillais. Monarchiste, mais c'est-à-dire on est en république, mais c'est un gouvernement monarchiste. Ce soulèvement des Parisiens, donc, qui mènera aux éléments de la Commune, qui a été réprimé dans le sang, et qui est notamment décrite par Victor Hugo dans Les Misérables. Et si vous voulez en savoir plus sur la Commune, eh bien, ce sera la semaine prochaine si ça vous intéresse. Voilà. Ça m'a épuisé. Bah ouais, j'ai vu, franchement... Tu as relaté les choses, c'était la Commune de Paris, never forget. Alors je regarde ce que vous avez dit dans le chat pendant ce temps-là. Il y avait 53, ouais, c'est ça. En fait, oui, c'était vraiment ça. Globalement, c'était du grand n'importe quoi le début de la Troisième République. Est-ce que ça vous a plu? Moi, j'aime bien le côté on se réunit entre pélos et on décide de monter la République. Et finalement, tu vois, après, il se plaint que Lyon, Marseille et tout essayent de faire pareil. Ah bah non, mais c'est très hypocrite. Hein. Mais du coup, il vient, il leur dit non, mais frère, t'as pas le droit de le faire. L'acclamation populaire, hein. C'est vraiment à l'applaudimètre. Bah non mais c'est ça, qu'est-ce qu'il avait dit Clément? Plus loin il avait dit un truc, il y avait 53 personnes, voilà. 53 personnes vraiment chaudes, vraiment là, elles faisaient des polos et tout. Les ultras. Ouais, Gambetta c'est une pop star, mais lui il est parti, mais il en a rien à foutre, il est parti dans son ballon là, il a dit attendez je m'en occupe. Et finalement il a fait à Tours exactement ce qu'il faisait, c'est-à-dire il est parti à Tours parce qu'il faisait leur vie, et lui il a fait pire en fait. Il a dit, les gens ils étaient en mode on ferait pas l'armistice, il était en non on va continuer la guerre. Pour la République ce soir. Non, c'était exactement ça. Non, c'était vraiment du grand n'importe quoi. C'était globalement la naissance de la Troisième République. Et surtout que là, du coup, là, au moment où on s'est arrêté, vous en saurez plus, du coup, machin. Mais à ce moment-là, c'est vraiment le danger de la restitution monarchique, à ce moment-là. De cette histoire, je me demande si Léon Gambetta mérite toutes les rues à son nom. Alors, si ça vous intéresse, il y aura les chapitres suivants où, évidemment, on va pouvoir expliquer plus en détail. Là, à ce moment-là, pour vous situer des personnages importants, il y a Jules Ferry, que vous connaissez probablement, qui est maire de Paris, qui deviendra plus tard un membre important de la Troisième République. Gambetta, du coup, là, qui fait un peu de la merde, mais qui plus tard va marquer l'histoire pour des raisons que je vous spoile pas, mais vous verrez bien. Mais effectivement, là, à ce moment-là, il est en roue libre, hein, Gambetta. D'ailleurs, à la fin, là, j'ai pas précisé, mais en fait, à la fin, ce qui précipite le fait que tout le monde est en colère et que les monarchistes ont vraiment le pouvoir de déplacer l'Assemblée nationale à Versailles, c'est notamment le fait que, en fait, il y avait une minorité de républicains à l'Assemblée nationale, mais la plupart de ces députés, en fait, ils sont partis. Ils ont démissionné suite au fait qu'on a donné l'Alsace et la Moselle. Donc vraiment, c'est le nationalisme exacerbé, c'est on a donné l'Alsace et la Moselle, vous êtes un gouvernement de traîtres, donc nous partons. Notamment Gambetta, qui est parti s'exiler en Espagne pendant quelques années. Mais
ce qui a laissé en fait paradoxalement tout le champ libre aux monarchistes. Et donc, on y reviendra si ça vous intéresse encore une fois, mais ce risque de régime qui sera, je vous spoil un peu, mais qui en fait, ce qui a posé problème au moment de la... En fait, on serait probablement tombé en monarchie s'il n'y avait pas eu ces deux lignées entre les Bourbons et les Orléanistes qui s'affrontaient, qui n'arrivaient pas à se décider de qui monte sur le trône, et qui a sauvé la République parce qu'ils étaient deux lignées et qu'ils n'arrivaient pas à se décider de qui devait monter sur le trône. Comme Manuel Valls. Ah, il était là, Manuel Valls. Hein. Plusieurs fois, il s'est proposé pour aller sur le trône. Ah oui, Manuel Valls, oui, il était là. Il était là aussi pour le trône d'Espagne. Il était partout. Voilà. Il était partout, Manuel Valls. Donc voilà. Bah écoute, c'était très instructif en tout cas. Et bah c'est chouette, c'était le but. Beaucoup aimé cette rubrique, vivement la suite. Elle, Padre Chicoré. Qu'est-ce que quoi? Je sais pas. On attaque le Rhum, Orchi. Ouais, je crois que c'est ça. Mais alors, du coup, juste peut-être... ouais, du coup, on parlera de la commune. Je sais pas si ce sera la semaine prochaine, parce que je vous l'ai dit, ça demande... Pour vous citer un peu mes sources, quand même, enfin, c'est quand même bien de citer ses sources. Je lis La République imaginée de Vincent Duclerc, qui est un gros pavé qui reprend toute la France, l'histoire de France de 1870 à 1914. Donc ça, c'est une référence. Et ensuite, je me renseigne aussi beaucoup sur Wikipédia, en complément d'informations. Et Wikipédia qui est quand même une mine d'informations, et pour double-checker les informations. Et voilà pour les sources. Mais comme je dis, ça demande vraiment beaucoup de temps de préparation, de lecture et tout. Donc si ça vous intéresse, je peux faire la suite avec la commune et puis éventuellement raconter l'histoire au moins jusqu'à la Première Guerre mondiale, mettons. Et puis ensuite on verra pour la suite. Mais peut-être pas toutes les semaines parce que ça dépend, il faut que ce soit une semaine où j'ai un peu mes soirées dispo pour pouvoir faire ça. Donc peut-être c'est pas une promesse que ce sera une rubrique toutes les semaines, mais on peut faire ça de temps en temps si ça vous plaît. Moi j'aime bien aussi l'histoire. Historien Jean-Sylvestre Montgrenier, oui, effectivement. Oui. Ça, c'est une private joke, ça. Ouais, c'était notre prof d'histoire en prépa. Même si là, en l'occurrence, c'était plutôt en deuxième année qu'on avait vu... Oui, c'est vrai que c'est ce qui m'a... Enfin, au-delà de ça, les connaissances, la base des connaissances, je les ai acquises quand j'étais en prépa, en fait. Mais j'avais tout oublié, en fait. Et du coup, ça m'a aussi... J'étais aussi content de me replonger un peu là-dedans, dans ces trucs... Enfin, cette histoire de France, c'est vraiment passionnant. Sans être nationaliste ou autre, juste c'est passionnant de voir l'histoire, comment les choses s'imbriquent les unes aux autres, l'Europe, les pays à côté, comment ils vont avoir une incidence, comment surtout c'est des gros événements improbables qui mènent... Enfin là, vraiment, la République, c'est vraiment pas à l'applaudimètre, quoi. Ouais, tu t'es souvenu tout. Ouais. Non, mais en fait, ça revient vite. Hein. Mais du coup, j'ai pris les cours et je suis allé un peu plus loin que ça. J'ai été vraiment lire La République imaginée, j'ai trouvé des infos. Non, c'était vraiment... c'était chouette à préparer comme rubrique. Et puis ça vous fait un peu de culture générale sur le sujet, donc je trouve que c'est cool. Même on sera peut-être amené à en reparler ensuite, peut-être quand je ferai des peintures ou quoi que ce soit. Ouais. Et quand on a le contexte, on comprend mieux comment ça impacte la création artistique. L'unification de l'Allemagne, la montgolfière, ouais, ça c'est vrai qu'on l'avait vu en cours. La République par Jean-Claude Duss, sur un malentendu, ça peut passer. Non mais c'est ça, hein. C'était ça, hein. Ils sont allés... En fait, à la base, le peuple a envahi l'Assemblée nationale. Les gens à l'Assemblée nationale n'ont pas réagi. Et finalement, ils ont décidé d'aller à l'hôtel de ville puisqu'ils ne voulaient pas déclarer la République à l'Assemblée nationale. Mais vraiment, ça c'est vraiment sans déconner. Hein. C'était juste les gens devant ils étaient pas 53, ils étaient plusieurs milliers. En vrai, à ce moment-là, les Parisiens, ils étaient chauds. Hein. Pour un oui ou pour un non, ils sortaient, je vous dis. La commune, je vous raconterai dans le détail quand je vous raconterai la commune. Vous voulez de la bière? Ouais. Et vraiment, dès qu'il se passait un truc, ils étaient dehors, les gars. Hein. Ils étaient... Non, c'était un truc de ouf. Mais ça devait être marrant. La commune de Paris, perso, j'aime bien. Ben, je vous ferai un truc sur la commune de Paris. Peut-être la semaine prochaine si j'ai le temps de le préparer cette semaine. Peut-être la semaine suivante. Je vous fais pas de promesses. Regardez, on sort le planning sur les réseaux sociaux tous les mercredis. Regardez si j'ai décidé de le faire. Mais en tout cas, moi j'aimerais bien le faire. C'est vraiment chouette. Et si ça vous plaît, bah tant mieux. L'idée c'est de rendre ça un peu drôle. Un peu. Encore une fois, je suis pas historien. Moi, je me base sur ce que racontent les historiens. Je fais pas de recherche approfondie de mon côté. Je lis les recherches des historiens. Mais si ça vous plaît, c'est cool. Et puis je pense que c'est important aussi d'avoir en mémoire l'histoire et tout. Permet d'éviter de. Enfin, toujours faire des parallèles. En cette veille d'élection présidentielle. Oui. En vrai, tu peux toujours trouver des parallèles. Alors, des parallèles qui vaillent ce qui. Bah, par exemple, là, voilà, un truc intéressant, là, une leçon qu'on peut retirer d'aujourd'hui, si on doit retirer une leçon, c'est que les républicains étaient hyper nationalistes. Et que souvent, la gauche et la gauche, les partis de gauche finissent inévitablement par devenir des partis de droite. Les partis de droite par devenir des partis d'extrême droite. Par exemple, la droite de l'époque, c'était les monarchistes. Les monarchistes aujourd'hui, c'est même plus l'extrême droite. Aujourd'hui, les monarchistes, c'est genre... Ils sont tellement dans la droite qu'on les voit plus. Voilà, c'est ça. Le communisme n'existait pas vraiment. L'extrême gauche, c'était des révolutionnaires, mais qui ne portaient pas encore vraiment le nom de communistes.
C'est que l'Allemagne est toujours notre ennemi. Ah. Je pense que les républicains de l'époque, ça correspondrait genre à la droite dure d'aujourd'hui. Genre la droite de... Franchement, ça peut correspondre à la droite de Marine Le Pen, hein, je pense, les républicains de l'époque. Forcément, c'était une France colonialiste, Jules Ferry qui était hyper pour le colonialisme. Enfin voilà, il faut pas perdre de vue ça, en fait, que la gauche de l'époque, et on a battu une république à partir d'idéaux, et que sans doute que nous, ce qu'on considère la gauche aujourd'hui, finira inévitablement par passer à droite, et que c'est aussi ça la recherche du progrès, c'est de toujours aller vers de nouveaux horizons de progrès. Donc voilà, c'est un peu la leçon du jour. L'Allemagne est toujours notre ennemi, tout à fait. Les républicains, je rigole, hein. Les républicains de l'époque, c'est les républicains d'aujourd'hui. Mais je pense que c'est Valérie Pécresse. Je pense que les républicains de l'époque, ils sont encore plus à droite qu'aujourd'hui, en vrai, Landai. Parce que quand ils réfléchissent, les mecs, ils étaient hyper nationalistes, mais vraiment nationalistes, genre on va faire la guerre à l'Allemagne. Hein. Les mecs, ils en démordaient pas, ils voulaient faire la guerre à outrance, ils perdaient et il y avait une fierté. Le coup des sous-marins, on serait déjà en train de faire la guerre aux États-Unis, quoi. Je pense que pour moi, Éric Zemmour aurait eu sa place dans la construction de la République en 1870. Ah, ça fait mal. Ça dit que... Non, mais franchement, quand il réfléchit. Ouais, non, mais oui, évidemment, c'est compliqué de comparer. Mais oui, évidemment que c'est compliqué de comparer. Mais je veux dire, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que là, évidemment, on a le conflit droite-gauche entre monarchistes et républicains, et forcément, on pourrait avoir le biais inverse de se dire, ah, les républicains, donc ça doit être des wokistes, alors que pas du tout. Alors, évidemment, c'est une autre époque, donc la France était colonialiste, donc évidemment que le colonialisme était quelque chose de normal et qu'on n'avait pas du tout de réflexion par rapport à ça. Donc évidemment, les parallèles sont foireux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas penser que la gauche de l'époque, c'est la gauche d'aujourd'hui. Et il faut avoir en tête que les valeurs de la gauche de l'époque, si on devait transposer ces valeurs aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de nationalisme aussi exacerbé qu'il y en avait à l'époque dans la gauche d'aujourd'hui. Même si évidemment, c'est deux époques différentes. Mais en tout cas, les partis... Mais on verra si on va plus loin, que les partis, en fait, littéralement, les gens qui faisaient la gauche d'une époque finissent quelques années plus tard par faire des partis qui deviennent de droite. Et enfin voilà, je trouve ça passionnant, moi, l'histoire politique. On voit que chacun... La gauche était coloniale et très chrétienne, la droite était anti-républicaine. Ouais. J'ai pas compris la question. La gauche était coloniale et très chrétienne. C'est le syncrétisme. Ah, le syncrétisme, c'est le fait que tu finis toujours par partir... je connais pas, c'est quoi? C'est le fait qu'on finisse indubitablement par partir à droite, en vieillissant, c'est ça? En tout cas, c'est le cas de beaucoup d'hommes politiques qu'on verra dans la Troisième République, hein, qui animent la gauche, et qui en fait ne s'en rendent pas compte. Ils se disent pas un jour je suis de droite, c'est juste qu'un jour, de fait, leur parti devient de droite, parce qu'il y a un parti plus à gauche qui va plus vers le progrès. Et c'est comme ça. On va peut-être s'arrêter là, et on va passer à la dernière... Ouais, les partis vers la droite. Bah, c'est ça. Mais c'est surtout dans la Troisième République, parce que la Troisième République, comme elle dure sur presque 100 ans, elle dure sur 80 ans, on le voit vraiment, ça, ce truc, ouais. Bah, non, mais ça, ce que tu dis, l'inconnexe, c'est passionnant, parce que c'est exactement ce qui s'est passé pendant les 80 ans de la Troisième République. Toujours, les partis de gauche sont allés à droite, les monarchistes, spoiler, ont fini par disparaître petit à petit, et ont été remplacés par les républicains, qui à la base ont construit la République, ils se sont retrouvés à droite, parce qu'à gauche, on a eu des socialistes et des communistes, qui eux, pour le coup, avaient des valeurs un peu plus... un peu plus vers le progrès, et les républicains sont passés de fait à droite, puisque en fait la droite finit par... Enfin, c'est un mouvement de la gauche... Enfin, pour faire très simple, encore une fois, évidemment, c'est pas aussi simple que ça, mais si on devait faire schématiser de manière extrêmement simpliste, ce serait les mouvements, ils vont de la gauche vers la droite et ils finissent par disparaître quand ils arrivent à l'extrême droite parce qu'ils ne représentent plus personne. Évidemment, c'est extrêmement simplifié de parler comme ça, mais globalement, c'est l'idée, pour faire une image d'un courant politique, c'est souvent la trajectoire. Ça commence par être un truc ancré dans le progrès et qui finit par devenir quelque chose de très mainstream, voire très conservateur, voire complètement réac avant de disparaître parce que plus personne n'en veut. Et souvent, c'est le schéma. On se renseignera sur la notion de syncrétisme. Bon, peut-être qu'on passe à la dernière chronique. C'est passionnant. Du coup, ça va durer un peu plus longtemps, hein, parce que là, il est déjà 12h30. Ouais.